Sur ordinateur. C'est parti. Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Éric Vérac pour son nouveau livre, passionnant livre, un traité pour le monde d'après, sortir de l'avachissement par le retour à l'ordre spontané. Tout un programme. C'est un livre passionnant. Éric, tu nous Bonjour apportes des Pierrot, merci de solutions. m'inviter. Ce n'est pas souvent que des auteurs nous apportent des solutions. Souvent, ils se contentent de décrire les problèmes, très souvent de donner leur avis parce que ça flatte l'ego. En revanche, donner des solutions, c'est rare. Quel était l'objectif pour toi d'écrire dans l'écriture de ce livre? Oh là là, alors je vais essayer de répondre en 3 minutes à quelque chose qui est très long. Moi, je suis convaincu que nous allons vers un effondrement, tu vas pas me te contredire, je pense. Et je pense que le problème n'est pas que le monde s'effondre. Le problème, c'est comment on le reconstruit une fois qu'il se sera effondré. Bien, pour moi, le sujet, c'est le monde d'avant est fini. Nous arrivons dans un monde d'après. Pour moi, c'est acquis. La question, c'est le premier matin où on se lève et où le monde d'avant a définitivement disparu. Comment rebâtit-on la société? Et je vois bien qu'il y a aujourd'hui ce que Thierry Messant appelle, à juste titre, je vais lui piquer cette expression parce qu'elle me plaît bien, il y a aujourd'hui une guerre cognitive qui est menée par la caste pour maintenir un modèle de société où il y a une domination verticale. Et je vois bien qu'il y a plusieurs fers au feu. C'est un directeur d'une publication jugée alternative, complotiste ou de réinformation qui me disait ça un jour. Je serai eux, c'est un ancien de McKinsey qui passait dans l'opposition, si j'ose dire, en tout cas en apparence, et qui me disait, mais je serai eux, je tiendrai, j'essayerai d'avoir le tiercé ou le quartet au moins dans le désordre. Et donc, je suis convaincu aujourd'hui que dans la guerre cognitive qui nous est menée pour nous convaincre que nous ne pouvons pas nous libérer, que nous ne pouvons pas revenir à une société, enfin, que nous ne pouvons pas passer à cette société horizontale à laquelle nous aspirons tous, cette société où il y a de l'ordre spontané, du libre choix, je suis convaincu que dans cette guerre cognitive qui est menée pour éviter l'arrivée d'une société horizontale, eh bien, il y a plusieurs forces à l'œuvre qui sont plus ou moins travaillées directement et qui nous défendent les vertus toutes d'un système vertical. Alors, il y a, on va dire, les verticalistes de gauche, qu'on appelle des altermondialistes très souvent, c'est l'univers Mélenchon pour aller vite. Et l'altermondialisme, c'est un mondialisme, donc avec une caste mondiale qui dirige. Et puis, il y a le verticalisme de centre-gauche, c'est les Glucksmann, les Cazeneuve qu'on a vu ressortir, les Manuel Valls. Et il y a un verticalisme de droite qu'on a beaucoup vu autour de Zemmour, qui explique qu'en fait, il faut voilà, des lois qui nous... On entend beaucoup en France avec Bruno Retailleau, qui nous explique qu'il faut interdire le franchissement des frontières, que violer les frontières, c'est un délit. Alors, cette phrase en soi ne me choque pas politiquement. En revanche, je trouve qu'elle en dit beaucoup sur l'expression de ce que Jacques Lacan appelait le surmoi, c'est-à-dire que, et ou Freud d'ailleurs, on explique qu'il faut vraiment qu'il y ait des lois qui nous organisent notre vie en société avec des frontières, des fermetures, des blablabla, et que vouloir au fond vivre de façon liquide, si j'ose dire, comme j'aime bien le dire, c'est un délit. Voilà. Et donc moi je crois que si les gens qui veulent une société libre, une société de libre choix, ne s'organisent pas pour proposer des solutions concrètes, eh bien ce sont les fers au feu que la caste a qui ressortiront le lendemain pour faire que le monde d'après sera encore plus totalitaire que le monde d'avant. Et ça, pour moi, c'est terrible. Alors, sur les 10 chapitres de ton livre, il y a justement un chapitre sur la théorie de la démocratie liquide. Et on entend de plus en plus cette idée de liquidité dans la politique, dans la démocratie, même dans le monde. On parle de monde Internet, de monde liquide. Comment tu expliques cette démocratie liquide? Alors, c'est d'une certaine façon le contraire de la démocratie verticale. La démocratie représentative, comme on dit, c'est bien on élit une élite, on choisit une élite qui va diriger d'en haut. La démocratie liquide, c'est l'opposé de cette idée. Et c'est une société qui est liquide, comme son nom le dit. C'est une démocratie qui est liquide, c'est-à-dire où les relations humaines se font spontanément, voilà, de façon fluide.
On pourrait appeler ça la démocratie fluide aussi, si vous voulez, et où il n'y a pas d'ordre qui enferme. Voilà. C'est l'anti-Retailleau d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des frontières avec pas des frontières entre États. Moi, les frontières entre États ne me gênent pas sur le fond, même si je pense que ceux qui aujourd'hui les combattent ne se souviennent pas de comment c'était quand on voulait aller de la France à la Suisse et de la France au Luxembourg. Mais euh, supposons que cette notion de frontière ne me gêne pas. Simplement, je crois que dans la société même, il ne faut pas créer de sous-frontières. Moi, j'ai connu ça quand j'étais fonctionnaire. On disait, t'as tel grade, donc tu parles pas à un plus haut, tu parles pas à un plus bas, etc. Et il y a des frontières bien définies entre les gens. Moi, je crois qu'il faut faire sauter ces frontières et il faut organiser notamment des processus de décision publique ou collective où les gens discutent directement entre eux, peuvent s'organiser spontanément pour faire des choses. Et ça, on est dans une société qui le bannit de plus en plus et qui le décourage de plus en plus, sous prétexte d'ailleurs d'hyperconnexion. Hein. C'est la novlangue, on nous explique qu'on est hyperconnecté et en réalité, on est de moins en moins connecté. Par exemple, le télétravail est aussi une façon de dire aux gens, ben, on vous met dans des alvéoles et vous ne pouvez plus communiquer entre vous. Moi, je crois que ce qu'il faut, c'est que les gens puissent mobiliser leur énergie vitale pour la mettre au service de la société. Et ça suppose de faire sauter un certain nombre de règles qui empêchent de le faire aujourd'hui. C'est vrai que le télétravail nous empêche de piller la société dans laquelle on travaille de fournitures, de bureaux, de papier toilette et de la cantine. Ah bah bravo, bel esprit, Tranquille. on voit ce que tes employeurs ont Oui. subi à l'époque. Non, non, mais c'est l'expérience qui parle. Alors, je rappelle qu'on est avec Éric Verhaeghe pour son livre Le Traité pour le monde d'après. J'ai oublié de citer l'éditeur, Culture et Racines, excellentissime éditeur que vous pouvez trouver. Et j'ai oublié de rappeler qu'Éric Verhaeghe, tu animes le Courrier des stratèges. Allez le voir, je mettrai les liens sous la description ainsi que le lien pour le livre. Alors, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant en lisant ton livre, c'est que on sent, bah, par ton expérience de haut fonctionnaire, on peut dire ça comme ça, c'est le Hum, terme en France, hum. tu as une vision euh, holistique, globale de ce qu'il faut faire. Ce n'est pas juste, bon, on est sur un champ de ruines, après avoir tué, violé tout ce qui bouge, maintenant on va reconstruire une cabane, on va faire du feu. Non, non, toi tu as une approche qui va sur la monnaie, sur comment on reconstitue la démocratie, comment on constitue les processus décisionnels et organisationnelle d'une société. Donc, ces 10 grands chapitres, euh, par exemple, j'ai beaucoup apprécié le 9e sur la propriété privée. Donc, tu n'es pas un affreux communiste qui veut tout confisquer, tu es pour la liberté et la Ah, propriété privée. je Comment tu pense que la bâtis sur ces propriété socles-là? privée, je pense que la propriété privée est la base de toute société libre. Ah, et que je suis totalement effrayé. Je parlais de guerre cognitive, je vais l'illustrer. Je vois beaucoup de gens qui ont été complètement effrayés par le confinement, la vaccination obligatoire, les passes sanitaires, qui étaient à crédit social et qui sont effrayés par la monnaie numérique, qui sont des outils de surveillance. On entend beaucoup de critiques contre le capitalisme de surveillance. Et ces critiques, je les partage. Je crois qu'il y a un capitalisme de surveillance qui se met en place. Simplement, ce qui m'effraie, c'est que très souvent, ces gens-là nous disent, regardez Schwab et ses acolytes, ils défendent l'idée, vous n'aurez rien et vous serez heureux. C'est-à-dire, et on voit bien aujourd'hui comment la caste mondialiste au fond, a l'idée que la propriété privée est une menace pour sa domination, parce que lorsque les gens, on l'a vu au moment du Covid, lorsque les gens ont un peu d'économie devant eux, ont une maison, un petit jardin pour se nourrir, au fond, ils n'ont plus besoin d'aller dans les supermarchés. On ne peut pas leur dire, vous allez mettre un masque pour vous nourrir. Et, ils ont de quoi survivre, ils ont de quoi résister. Et donc, on comprend bien que pour la caste mondialisée, la capacité des humains à thésauriser, à se protéger, à avoir un patrimoine, est une menace pour la domination. Mais ce qui me frappe, c'est que ceux-là même qui disent, regardez, ils disent, c'est scandaleux, vous n'aurez plus rien, vous serez heureux, sont les premiers à dire, mais il faut passer à 80% d'impôts, il faut interdire la concurrence en matière sociale, il faut combattre le profit, il faut faire du protectionnisme, et il faut que l'État se mêle de tout, il faut qu'on confisque l'argent des riches. Et en fait, euh, il y a dans la guerre cognitive une très grande capacité de la caste mondialisée
à faire de la servitude volontaire par la domination intellectuelle et culturelle. Et ce qui fait que des gens qui sont convaincus d'être des antimondialistes, qui sont convaincus de combattre le système, reprennent à leur compte toutes les grands gimmicks, comme on dit dans le conseil, tous les grands slogans. Simplement, ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont devenus des jouets. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression de combattre le méchant Schwab, les méchants Davosiens et tous ces hyper riches qui veulent nous voler. Et en même temps, ils reprennent à leur compte leurs slogans, souvent même sans rendre compte, par une incohérence intellectuelle qui est fortement cultivée aujourd'hui sur notamment les réseaux sociaux, qui, je pense, sont inondés de gens qui maintiennent les gens dans un état de zinzinerie avancée, ce que j'appelle l'avachissement. Et ça, moi, ça m'effraie. Et donc, je pense que la propriété privée, il faut le redire, c'est la base de la liberté individuelle. C'est que dans une société où il n'y a plus de propriété privée, eh bien, il y a une domination qui s'exerce sans profondeur stratégique pour y résister. Je le redis, pendant le Covid, on l'a vu, ceux qui avaient pas, ceux qui disaient, mais moi j'ai besoin d'un salaire pour vivre, ce qui est le cas de, ce qui est tout à fait moralement légitime. J'ai pas de, mais simplement, beaucoup de gens ont dit, mais moi j'accepte le vaccin parce que j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'avoir un salaire pour vivre, ce qui est compréhensible. Mais on voit bien que du coup, le salariat a montré à plein sa capacité à dominer les gens. Et on voit bien que la logique d'endettement dans laquelle nous vivons, il faut vivre à crédit, il ne faut pas, dès que vous avez gagné un peu d'argent, il y a l'impôt qui passe pour le redistribuer. Et donc vous, vous êtes obligé de vivre à crédit voilà. On voit bien que cette logique-là de confiscation larvée de la propriété privée a été déterminante pour la réussite de la dictature sanitaire, si vous me permettez d'utiliser cette expression, mes amis. Et donc, on ne peut pas vouloir une société libre sans permettre à chacun d'avoir la liberté de vivre en gagnant un peu d'argent. De même qu'on ne peut pas imaginer qu'on peut lutter contre un État totalitaire sans permettre aux gens d'être armés chez eux. Parce qu'en Suisse, on sait que vous avez des armes. Aux États-Unis, le fait que les gens puissent s'armer reste une liberté fondamentale, notamment pour s'opposer à un coup d'État ou à une domination par l'État. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Ouais, donc je crois je ne crois pas seulement à la propriété, je défends la propriété privée et je crois qu'elle est vitale pour la protection de nos libertés. Alors, parenthèse, question parenthèse, puisque la liberté est aussi ce qui permet la richesse, puisque c'est ce qui nous motive à travailler et à créer des choses nouvelles et profitables pour tous, surtout pour ceux qui les créent, eh bien, les oligarques aujourd'hui semblent se tirer une balle dans le pied, puisque le système qu'ils veulent mettre en place détruit les sources de richesse qui font leur pouvoir et leur richesse de base. Donc la question est, sont-ils simplement des gens incultes, abrutis? Sont-ils fous de leur hubris? Ou est-ce une fuite en avant parce qu'ils se rendent bien compte que le modèle sur lequel ils se sont construits ne va pas tenir? Alors, moi, je crois qu'il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse possible à cette question. C'est-à-dire qu'il y a des réalités auxquelles je crois, moi, en tant que bon libertarien. Je pense que moi, je suis un lecteur de la fable de Mandeville de 1724. Et au fait, la société, l'histoire elle-même, elle est faite de la confrontation des volontés individuelles. Certains sont malins, certains sont idiots, certains sont des intellectuels incapables de vendre un produit, certains sont des gens brillants intellectuellement et tout à fait capables de vendre leurs produits. Pavel Durand, Elon Musk sont des gens qui sont intellectuellement impressionnants, ouais, et qui sont capables de vendre. Il y a des gens très impressionnants intellectuellement qui sont incapables de vendre. Puis il y a des burnes finis qui sont capables de vendre. Voilà. Et pas du tout, nous sommes tous dans le lot. Et donc, dans cet agrégat de gens qui sont tels qu'ils sont, il n'y a pas le bien d'un côté, le mal de l'autre, cette espèce de vision chrétienne à laquelle je n'adhère pas du tout, qui est qu'il faut il faut être un homme de bien, croyant, avoir la foi pour construire une société. Je n'y crois pas du tout. Je crois que la société, elle est ce qu'elle est. Elle est humaine, trop humaine, aurait dit Nietzsche. Et au fond, assez intelligemment, il y a des gens qui disent, moi, je m'enrichis tant que je peux. Voilà. Et je ne me pose pas la question de savoir si c'est durable ou pas. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Et je pense que majoritairement, la logique du capitalisme aujourd'hui, de ce que j'aime bien appeler l'hypercapitalisme anglo-saxon, qui développe des fortunes extraordinaires en très peu de temps. Rappelons-nous, Pierrot, quand nous sommes nés, on n'avait jamais entendu parler de Mark Zuckerberg
ni de Jeff Bezos, d'Elon Musk. Et aujourd'hui, ce sont les gens les plus riches du monde. Alors qu'en France, on avait quand même un peu entendu parler de Bernard Arnault. Il y a les plus grosses fortunes actuelles se sont constituées en un temps record avec des parfaits inconnus. Et je crois que ces gens-là, au fond, leur logique, c'est de dire je prends, voilà, je m'enrichis, et puis advienne que pourra. Et c'est un peu la logique de cet hyper-capitalisme anglo-saxon qui est d'être très court-termiste. Mhm. Et donc, je pense qu'ils ne sont ni idiots ni intelligents, ils profitent et ils se disent, bon, bah, le marché inventera, Klaus Schwab l'a très bien écrit dans son ouvrage La grande réinitialisation du Great Reset, dit, mais le marché est capable d'inventer des solutions en permanence au problème, alors que l'État n'est pas capable de les inventer lui. Donc moi, je crois que la réalité, c'est que nous ne sommes que ce que nous sommes. Voilà. Et eux ne sont que ce qu'ils sont. Merci. Alors, pour reprendre le fil de mes questions dans ton livre, Le traité pour le monde d'après, donc comme je disais, il y a 10 chapitres qui prennent le problème d'un point de vue holistique. Tu touches à la monnaie, tu touches à quel état on veut avoir. On sent, en fait, c'est une sorte de presque de testament politique que tu fais là. Tu es encore jeune pour faire un testament, mais on sent une sorte de testament politique aussi dans ce livre. Tu parles voilà, de mondialisation, de libre-échange, de commerce, de protection sociale, de tous ces éléments qui font, même d'armée, alors j'allais dire, ça manque de violence ton livre, ça manque de chair, de sang. Mais en fait, non, tu parles du rôle de la sécurité physique, l'armée, les militaires. Et, euh, et sinon, la question qui me vient, c'est quelles sont les étapes alors, tu donnes une démarche très intellectuelle, très pratique aussi, mais quelles sont les démarches concrètes que celui qui va lire son livre, et j'espère que vous allez être des millions à regarder cette vidéo et acheter ce livre, mais c'est les millions de gens qui vont lire ton livre, comment ils vont démarrer concrètement le moment où ils ont posé le livre et qu'ils veulent reconstruire sur les ruines fumantes et les cadavres des politiciens qu'on aura euh, essayer de sauver, évidemment, des hordes infernales qui s'acharneront sur eux. Alors pour moi, il y a deux étapes fondamentales. La première, c'est de conscientiser le fait que, de conscientiser l'avachissement dans lequel nous sommes. Moi, ma position, elle est de dire que tout ce qui faisait la vie de nos vieilles nations européennes, notamment tout le sel de l'énergie vitale qu'on a pu avoir, qu'on a pu déployer pendant des siècles, aujourd'hui, il est délibérément maintenu sous basse tension, si j'ose dire, par un investissement, par un obscurcissement de la réalité. Et donc, je pense qu'il y a un premier travail qui est de conscientiser les choses et de se dire, mais moi, voilà ce que je veux. Voilà. Et la deuxième chose, c'est de passer à l'acte. Moi, je ne propose pas, je propose un certain nombre de décisions, de mesures euh, que- sur l'Union européenne, sur le multilatéralisme, voilà, je pense qu'il y a une logique politique à avoir, mais il y a surtout des décisions à prendre et des actions à faire dans sa vie quotidienne. Vous avez sans doute des voisins qui partagent l'envie d'aménager l'espace autrement. Vous avez sans doute envie de participer aux décisions politiques, aux lois. Vous avez envie de monter une entreprise, une association pour défendre je ne sais quelle chose. Il faut qu'à un moment donné, les gens se prennent en main. Je rappelle que j'avais participé au montage d'une liste aux élections européennes qui s'appelait Prenons-nous en main. Je crois que l'enjeu, c'est qu'aujourd'hui, chacun libère sa volonté d'agir et son énergie vitale pour changer les choses à sa petite échelle, chaque fois qu'il le peut. Et qu'en réalité, il faut sortir de l'alvéole dans la ruche dans laquelle la caste nous a enfermés. Il faut commencer à s'organiser avec ses voisins librement, spontanément, pour mener à bien des projets. Ça peut être un projet scolaire, ça peut être un projet d'aide à je ne sais quoi, ça peut être un projet de construction ensemble, ça peut être un projet de défense d'idées politiques. Il faut que les gens s'organisent entre eux pour défendre les libertés. Et il faut arrêter de dire l'action collective, ça sert à créer de l'État qui va nous étouffer. Je crois qu'il faut se substituer à l'État chaque fois que c'est possible. Je profite pour faire la pub. Donc là, je vais notamment le redire prochainement dans les colonnes du courrier que j'anime, qui me prend du temps. Mais moi, je lance un outil pour qu'en France, les gens, par exemple, améliorent leur accès aux droits en santé,
en matière de santé, en matière... Et on va élargir petit... Cet outil est gratuit, il va s'appeler Asphelia. Enfin, il existe déjà, il s'appelle Asphelia, A-S-F-E-L-I-A. J'en profite pour faire la pub.fr. C'est un outil qui permet aux gens d'accéder à leurs droits et de se défendre. Et on va développer des formations tout autour parce que je pense que l'enjeu, c'est de réexpliquer aux gens comment on s'engage. Nous vivons la grande force de la caste, c'est d'avoir tué la notion d'engagement et Mhm. de militantisme. Les gens aujourd'hui ne savent pas comment on fait de l'action politique au niveau individuel. Moi, je l'ai vu pendant les élections, ne serait-ce qu'imprimer des affiches, coller des affiches, organiser des équipes de campagne, c'est quelque chose qui méduse les gens en disant mais de quoi vous me parlez? Et donc, je crois qu'il faut reconquérir ce champ-là et il faut redire aux gens, ensemble, nous pouvons changer des choses et ce sera beaucoup plus efficace que si on attend des décisions de 5 hauts fonctionnaires au ministère des Finances qui ont pensé à notre place que ce serait mieux. Il faut de l'action de terrain, mais de l'action individuelle à petite échelle, avec ses voisins, avec sa famille, avec des groupes, Internet nous permet de le faire, des groupes Facebook, des groupes de ce que vous voulez. C'est tout à fait faisable. En tout cas, c'est un livre qui est complet. Moi, je l'ai trouvé passionnant. Donc, 330 pages, le traité pour le monde d'après. Le, le, le souci, alors, si on voulait faire un peu, jouer à être Madame Irma, si on voulait avoir une boule de cristal ou lire dans les entrailles, je ne sais pas ce que faisait Madame Tessier, mais enfin, lire dans les entrailles ou dans les taches de café, quels seraient tes pronostics sur la manière dont cet état, ce monde dans lequel on vit aujourd'hui s'effondre et ses conséquences immédiates? Donc, juste avant le Big Bang, juste avant la reconstruction que tu nous proposes dans ton livre, comment tu vois l'effondrement et dans combien de temps, quel est le laps de temps, on se mouille un peu, quels sont tes pronostics et tes probabilités? Alors, on va le redire, c'est des probabilités et je prétends absolument pas avoir une analyse scientifique, hein. Donc, chacun prendra ce que je vais dire avec à sa manière. Moi, ce qui me paraît évident, c'est que l'économie Internet, elle est productrice, elle accélère la loi des rendements dégressifs de Marx. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a des gens, en fait, la valeur, comme on dit, est de plus en plus captée par quelques grandes transnationales, comme Facebook, comme Amazon, comme Google, qui, au fond, sont des marchands mondiaux et prennent des commissions de 30% sur toutes les ventes. Et donc, aujourd'hui, quand tu es commerçant, tu sais que tu dois payer 30% à Google sur ton chiffre d'affaires, auquel s'ajoutent tes impôts, tes machins, tes trucs, les législations nationales. Et ça veut dire que progressivement, le rendement est capté par ces grandes entreprises et que donc le système ne peut pas durer éternellement comme tel avec des taux de progression de marge bénéficiaire extravagantes. Ça ne pourra pas éternellement durer, quoi. Tôt ou tard, il y aura une redistribution des cartes parce qu'on ne peut pas asservir, si j'ose dire, la planète, spolier toute la planète éternellement. Donc il y aura des réactions. Euh, la question, c'est quand est-ce que ces réactions vont se produire? Ces réactions, c'est quoi? Ça veut dire qu'il y aura à un moment donné une révolte contre l'ordre américain qui nous gruge aujourd'hui, qui nous spolie. Voilà. Enfin, et tôt ou tard, il y a des entreprises occidentales qui vont dire on ne peut plus faire face à ce système. Donc, euh, moi, je pense qu'on n'en est pas forcément très loin. Et je pense que dans cette pétaudière générale, en réalité, ce qu'on voit, c'est que l'économie numérique, parce qu'elle change la donne géostratégique, il y a quelques entreprises chinoises très puissantes qui font du commerce sur Internet, quelques entreprises américaines qui le font aussi. On voit par ailleurs que la capacité à faire du micro-ciblage, c'est-à-dire de l'analyse de données sur les utilisateurs des réseaux sociaux, est très puissante et a des impacts forts en termes de liberté, en termes de qualité démocratique. Et donc, on voit qu'il y a une série de feux qui s'allument un peu tous en même temps et il y aura probablement un craqueur d'allumettes. Donc, moi, ma conviction, c'est que le craqueur d'allumettes, il existe. Il s'appelle Benjamin Netanyahou. Et je pense que le mec, il va aller jusqu'au bout parce qu'il y a une conjonction astrale qui avait été très bien soulignée par The Economist, qui avait dit l'année 2024 est une année où 75% des humains vont voter pour changer de gouvernement. Et donc, on a rarement connu un tel alignement de planètes et il y a l'élection suprême qui est celle
du président des États-Unis qui est déterminante pour la paix dans le monde. On le voit aujourd'hui, on voit combien la peur de l'arrivée d'un Trump suscite des vocations chez un Zelensky, chez un Netanyahou et chez d'autres. Donc moi, je pense qu'on n'est pas forcément très loin. Et on n'est pas forcément très loin. En octobre 2024, nous ne sommes pas forcément très loin d'un Big One. Voilà. Et donc, si je devais dire est-ce qu'il va arriver, je dirais que bah, il y a 60%, 70% de chances, et je fais que ça arrive en octobre 2024, beaucoup plus qu'en janvier 2025. Voilà. Et donc, il faut être prêt. Donc, moi, en tout cas, j'ai fait ma part pour ma descendance. Moi, j'ai écrit voilà, le monde de demain. Moi, j'avais un projet prêt et je pense qu'en plus, ce projet, en réalité, c'est pas seulement mes idées du Hurluberlu, ça regroupe des choses qui émergent un peu partout. Ça répond à des problématiques, le contrôle de l'émission monétaire, etc. J'y réponds dans mon livre, question de la propriété privée. Et donc, je suis assez confiant sur le fait que les idées que j'exprime, c'est la défense de nos valeurs historiques face au grand projet de l'hypercapital américain. Maintenant, advienne que pourra, on a jeté l'idée, on attend que ça retombe. Voilà. Il ne vous reste plus que 3 semaines pour lire Traité du monde d'après avant la fin du monde. En tout cas, Eric, je te remercie beaucoup. C'est Très moi qui te sérieusement, remercie, c'est un Pierrot. livre très important, qui est un livre socle pour bâtir ces prochaines années. Surtout, aussi lancer les discussions. Je pense que nous aurons l'occasion à Paris ou en Suisse d'aller peut-être j'allais dire plus loin, mais en fait de nous baser sur certaines de tes prémices, si on est encore là en novembre, après novembre, pour bâtir et construire les réflexions qui peuvent toucher, parce que voilà, pour toucher les gens, il faut aussi s'adapter à leur niveau, et c'est pas toujours facile. Et donc, parfois, ils sont plus hauts que nous, donc il faut s'élever, et puis parfois, il faut se mettre un petit peu accroupi, ça dépend. Et donc, je me réjouis que nombreux soient les lecteurs ces prochains mois, ces prochaines semaines, pour qu'on puisse faire ces discussions collectives qui vont nous aider à bâtir ce monde d'après, qui est plus que nécessaire. Eric, Très je te remercie volontiers. beaucoup. Moi aussi, je te remercie. À bientôt, Pierrot. À très bientôt.